Bienvenue sur Palf, hein, les gens. Tika vient de lâcher un prout énorme. Ouais, j'ai entendu. Non, Tika, vas-y, ronfle. Mais oui, elle veut manger, attends. Bravo. Et voilà! Bonsoir, bienvenue sur Palf. Aujourd'hui, nous allons parler du guitariste le plus britannique et bouclé de la galaxie. J'ai nommé Brian May, guitariste de Queen, depuis les débuts du groupe en 1970 jusqu'à la mort de Freddie Mercury en 1991, et puis ensuite à travers diverses reformations qui, bien évidemment, n'ont jamais atteint complètement le génie de la formation originale. Brian May, c'est un guitariste qui a inventé son propre style et qui a inventé le son qui allait avec. C'est donc un guitariste qui est très intéressant à étudier et dont nous allons tenter d'approcher à la fois le son et le jeu. C'est un guitariste qui, comme la plupart des guitaristes des années 60, a été influencé par le rockabilly américain, notamment Scotty Moore, le guitariste d'Elvis, et par les premiers guitar-héros britanniques, évidemment en tête Hank Marvin des Shadows, à qui il a emprunté l'utilisation de l'AC30 avec de l'écho. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Julien, donc je suis Alexandre d'Anasant, mais je fais maintenant partie de Palf. C'est vrai, et Tika aussi. Qui apporte sa sonorité. C'est ça. Donc nous allons tenter de nous rapprocher du son de Brian May. Les différents éléments, donc on commence évidemment par la guitare. Tout à fait, donc pas du tout la guitare de Brian May. Alors voilà, ceci n'est donc pas la guitare de Brian May. Tu peux nous expliquer un peu ce que j'ai entre les mains ? Donc tu as entre les mains une reproduction de Telecaster faite par Jérôme Van der Maren. D'accord. Ça a été un coup de foudre pendant le salon Alors Guitare reproduction, au niveau de la forme, c'est pas tellement reproduit. Oui. Ou en tout cas, moi je la vois pas comme ça. Alors, c'était peut-être une inspiration que tu voyais. Voilà, c'est ça. Une inspiration dans le sens où, bon, tu as quand même la configuration de micro, tu as le chevalet, enfin voilà, tu as les potards, enfin, tu as quand même des éléments. Le clin d'œil est quand même très appuyé, voilà. effectivement. On se doute que ça sonne Telecaster, mais ça sonne quand même un peu différemment. Et je trouvais ça sympa parce que c'est en freine démarré, donc c'est très léger. Mais en soi, bon, on s'en fout un peu de la guitare qu'on va utiliser. Ce qui compte, c'est que ça sonne. C'est ça. Ce qui compte, c'est déjà d'avoir des micros simples. Déjà. Puisque, effectivement, le son de Brian May avec des doubles, ça va être compliqué. Et d'avoir une guitare qui a une position intermédiaire, puisqu'on va pas mal s'en servir. La guitare de Brian May, c'est une guitare qu'il a fabriquée lui-même. Rien que ça. Avec ses petites mains. Quand il était ado, en fait, il a construit une gratte pendant 2 ans avec son père. En utilisant du bois provenant de la cheminée familiale, en utilisant... Il a fait cramer les bûches, puis il s'est servi, voilà, il a essayé de faire une guitare avec ça. Tiens, regarde, on mais dirait le mec, une en plus guitare. d'être physicien, donc il a su faire de la lutherie. Absolument, ouais, non, c'est ce qu'on appelle un homme de la Renaissance, hein, tout simplement. Ouais. Donc quelqu'un qui touche à plein d'éléments et qui le fait de façon brillante. De quoi avoir quelques complexes. Et oui, de toute façon, nous ne tenterons que très modestement de nous approcher du maître. Le seul élément qu'il n'ait pas fait lui-même, ce sont les micros, qui étaient des micro Burns, donc la fameuse marque de guitare britannique de l'époque. Même le trémolo a été fait à partir de pièces de vélo. Donc c'est dire à quel point le bricolage était génial. DIY complet, quoi. Ouais, complète DIY. Et là où c'est franchement génial, c'est qu'il a carrément utilisé cette guitare pendant toute la carrière du groupe, jusqu'à l'heure actuelle. Ce qui est assez rare quand même. Ce qui est ultra rare. Même qui n'a jamais été vu peut-être. En tout cas, quasi inédit. Il y a bien Rory Gallagher qui a eu sa Strat pendant quasi toute sa carrière. Mais une guitare faite par le mec, utilisée pendant toute sa vie, c'est complètement inédit. Il a de temps en temps fait quelques infidélités. Typiquement, on le voit avec une Telecaster pour Crazy Little Thing Called Love, donc pour avoir vraiment le son rockabilly crédible. Mais pour tous les concerts du groupe, il avait la fameuse Red Special. Et alors, il y a eu des clones de cette guitare, par Guild notamment, qui a fait des répliques. Et à l'heure actuelle, il existe des guitares de la marque Brian May. Ouais, j'ai vu une signature ou une... Ah bah c'est carrément une marque. Il a lancé sa marque. Ouais, absolument. C'est pas bête. Des guitares faites en Corée, il me semble. Qui sont donc sur les specs de l'original. Les particularités de l'original, en plus d'être une gratte vraiment faite à la main, creuse, et surtout, c'est une guitare qui a beaucoup de possibilités de switching, et notamment des positions hors phase. Donc où les deux micros sont décalés dans la phase. Ça, c'est quelque chose qui est très rare sur les guitares. Il n'y a bien qu'avec
certaines vieilles Gibson via le Varitone qu'on peut se rapprocher de ça. Donc pour se rapprocher de ça avec les moyens du bord, puisque l'idée c'est que vous puissiez vous-même chez vous retrouver un son qui s'en rapproche et qui n'en est pas si éloigné que ça. Avec du matos de tous les jours, et voilà. sans se prendre la tête, avec des guitares compliquées. Exactement. Ce qui compte, et sans avoir à acheter une guitare à chaque fois qu'on veut reproduire le son d'un artiste, même si vous pouvez prendre ça comme excuse si vous voulez. C'est donc la pédale d'égaliseur Boss, la GE7. Okay. En fait, j'ai viré tous les graves et une partie des bas médiums, ce qui fait qu'on arrive à un son beaucoup plus fin et claquant que le son d'origine, ce qui est l'effet le plus facile à entendre sur une guitare hors phase. Okay. Donc on va comparer les deux sons. Niveau ampli, on est sur un Cool Amplification Blue Sky. Ouais, voilà, ça c'est pareil, un collègue avec qui on bosse depuis un petit moment. Il est basé en Hollande et j'ai pas plus d'infos sur l'origine de cet ampli et comment il fonctionne en détail, mais grosso modo c'est un clean assez neutre. On peut dire peut-être une base un peu fenderienne. C'est ça, c'est un plateforme à pédale. Je sais plus si c'est 6L6 ou 6V6, enfin un truc comme ça. Et plateforme à pédale, ça marche très très bien. Déjà, tu as montré le clean. Voilà, on a un truc super sympa. Absolument. Ok. Voilà, donc ça, c'est le son de base. Ensuite, quand on ajoute l'égaliseur, donc là, ça parle du nez. On a le côté un peu canard malade. Ouais. Et c'est ce qui marche si bien dans le son de Brian May. C'est ce qui lui permet d'une part d'avoir ce pic dans le médium qui donne un côté très vocal et très lyrique à son jeu. Et puis c'est ce qui lui permet d'empiler des dizaines de pistes de guitare sans avoir un truc immixable à la fin. Ouais, il laisse la place aux autres instruments et il est complètement dans le spectre de la voix. Exactement. Là, c'est clair. Et finalement, ça c'est quelque chose qu'on retrouve souvent quand on parle de son de guitare, c'est que souvent il vaut mieux enlever des fréquences plutôt que d'essayer d'en rajouter en permanence. Complètement. On parlait donc d'en rajouter tout le temps. Ouais. Là, dans ce domaine, en termes d'amplification, Brian May est le genre more is more. C'est-à-dire que comme beaucoup de guitaristes. Hein. Oui, comme les guitaristes qui peuvent se le permettre et qui ont des rodis qui se cassent le dos avec des Vox à sa place. Donc là, c'est le Vox AC30. Ok, qui est un gros machin assez rare finalement maintenant. On n'en voit pas tant que ça sur scène. Bah, c'est bien galère à transporter. C'est pas pour rien qu'ils ont mis 2 poignées aux 2 côtés. Et puis c'est ridiculement puissant. Oui. En fait, c'est annoncé comme 30 watts, mais c'est quasiment aussi puissant qu'un Plexi 100 watts poussé à fond. Tu veux qu'on fasse une prise avec l'ampli à burn pour montrer comment ça sonne? Alors, je suis pas certain qu'on puisse rester du coup dans le studio. On demande à tout le monde de sortir, on te laisse dedans. Sinon, on a inventé les pédales. Voilà, pour ça, donc, il y a une pédale. Voilà. Le Vox, en plus, étant un ampli capricieux, limite fragile, ça brûle assez bien quand on le pousse à fond assez longtemps. Il n'y a pas de thermorégulation. Non, bah non, et puis ça tourne à 600 volts à l'intérieur. Donc voilà, c'est ça qui est sympa. Et donc pour ça, il y a des pédales, notamment la Catalin Bred Galileo, qui reproduit à la perfection carrément la chaîne de son de Brian May. C'est-à-dire non seulement son Vox AC30, mais le treble booster par-dessus en plus. Puisque n'ayant pas assez de gain avec son Vox AC30 poussé à burn, poussé à burn, rien que ça. Voilà, il a rajouté un treble booster pour non pas booster les aigus, mais carrément violenter l'entrée de l'ampli pour le pousser en overdrive. La politesse, c'est tu rentres dans un ampli burné, tu mets toujours un petit booster pour avoir du liant. Tiens, regarde. Tiens, mange ça. Et ça donne du coup un son ultra crémeux, très saturé. Et ça explique aussi pourquoi quand on met le gain à 0 sur cette pédale, on est déjà saturé. Oui, c'est pas fait pour être transparent. C'est ça. D'accord. Il y a d'autres simulations d'AC30 sur le marché en pédale, mais celle-là est vraiment faite pour le son de Brian May spécifiquement. Ouais, d'accord. Donc tu as le clin d'œil sur Queen, Brian May, et en plus de ça, tu as le treble booster intégré au Vox AC30, on va pas se prendre la tête. Et en plus, il y a le visuel Queen dessus. C'est clair. Et le nom, donc, en référence à la partie opéra de Bohemian Rhapsody, qui fait Galileo, 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 Galileo. Donc on veut l'entendre. Donc on veut l'entendre, finalement, plutôt que de m'entendre chanter. Donc, bypasser... Tu laisses Mickey, non? Pas pour l'instant. Pas pour l'instant, vas-y. Je vais d'abord l'écouter sans...
Waouh! Ça envoie quand même Mais grave. sévèrement, ouais. Ah bah là, t'es direct sur un gros ampli disto, t'es bien quoi. Alors C'est ça reste. impressionnant de réalisme quand même, ouais. Mais ouais, mais ça reste un overdrive quoi. Oui, bah, ça reste assez sensible au toucher. C'est pas sursaturé, les médiums sont pas creusés. Donc on est vraiment dans un gros overdrive. Et quand en plus on met l'EQ par-dessus. Des aigus. Beaucoup d'aigus. Et du bruit. Voilà, exactement. C'est tout ce qu'on aime chez la C30, c'est ce son hyper perçant qui dans un mix s'entend immédiatement. Et alors pour encore plus d'aigus, on peut se payer le luxe, littéralement se payer le luxe, Oui, tu peux. d'utiliser donc le même médiator que Brian May, c'est-à-dire une pièce britannique. Alors là, c'est 20 pence, donc c'est 20 centimes. Lui, sa pièce, c'est 6 centimes, donc c'est une pièce qui de 6 n'existe centimes plus. quoi. D'où le fait qu'il y ait des gens qui les vendent sur eBay à des Fallait bien. fortunes. Bah oui, ça paraît logique. Alors c'est quelque chose qu'utilise notamment Billy Gibbons aussi, Ok. qui joue avec un peso mexicain. Et du coup, les gens au concert lui amènent des pesos, évidemment, du modèle précis dont il a besoin. En termes de son, ça donne une attaque beaucoup plus brillante. Ok. Donc c'est intéressant niveau son, mais niveau jeu, c'est un peu galère quand on n'a pas l'habitude. Donc je vais utiliser les deux l'un après l'autre, mais évidemment, je resterai sur un bête médiator en nylon après. Bah ouais, t'as plus l'habitude comme ça. Métal. Ok. Après, on le ressent différemment parce que là, on a la guitare devant, mais c'est vrai que tu as cette attaque un peu plus métallique. C'est plus brillant. Tu as plus de ouais. brillance, c'est plus tranchant. Ouais. Ouais. Mais bon, c'est vrai que c'est moins agréable qu'avec un médiator. Bah, c'est une habitude à prendre, hein, C'est comme ça. tout. Mais effectivement, moi, il y a une époque où je jouais avec des médiators en métal, donc c'est un peu ce côté, Ouais. Tu côté prenais très tranchant. chez Ricky. C'est ça. Ah, tu prenais chez lui? Non, Non absolument pas. Non, c'était bien avant qu'il existe. Mais D'accord. le problème, c'est que ça pète pas mal de cordes aussi. Donc voilà. Et puis c'est vrai que niveau son, c'est très particulier. Donc en plus de ça, on a la belle époque de luxe de chez Catalin Bread, tout simplement parce que Brian May utilisait un Echo, Ouais, le fameux Echoplex. rien que ça. Bah voilà, l'Echoplex qui est vraiment le classique. La belle époque de luxe, c'est une réplique de l'Echoplex, la version EP3. Ok. Alors Troisième version, du coup. voilà, deuxième version et demie en fait. Deuxième et Si demi. on veut vraiment rentrer dans les détails, ce qu'on va faire. Évidemment. Le P1, c'est le premier Echoplex, comme son nom l'indique, qui avait le préampli à lampe. Ok. Ensuite, il y a eu le P2 qui Le a meilleur, du coup, existé, Ampli à lampe. le moins solide, Oui. mais effectivement intéressant au niveau du son. Le P2, donc c'était la version ratée. Le P2, c'est la version de transition, De transition. entre les deux, Bon, ça va. qui est quasiment impossible à trouver. Déjà que les deux premiers sont quand même pas évidents à trouver. Et puis le P3 ensuite, qui est donc la version à transistor, utilisée par Jimmy Page, Eddie Van Halen, Eric Johnson. Donc, a priori, des gens qui s'y connaissent en son quand même. C'est ça. Qui est donc un écho à bande et qui a été fabriqué pendant hyper longtemps et qui fait vraiment partie du son Brian May aussi. Soit en ambiance pour les solos, donc dans ce cas-là, on met un délai assez discret, soit de manière beaucoup plus assumée pour jouer carrément avec le rythme du solo. Donc, d'accord, avec un gros mix. Voilà, sur l'intro de Brighton Rock par exemple, on a une guitare qui se répond à elle-même et qui harmonise avec elle-même. Donc j'ai pas du tout ce talent-là, mais on peut s'en rapprocher comme ça. D'accord, ok. Voilà. Donc Ouais, ça, c'est le rythme de bien, mon ça. délai. Et Il ensuite, est vachement lent. il est très long Ouais. et il y a très peu de répétitions, de manière à ce que ça ne devienne pas incontrôlable. Et donc, il suffit de jouer à ce rythme-là.
les subdivisions dans les doigts. C'est ça, exactement. J'ai le tap tempo intégré. Donc voilà, ça le gros intérêt, effectivement, c'est pour ce genre de tapisserie sonore un peu complexe. Et pour les autres exemples, on va le régler un peu plus discret pour enrober le son. Ok. Ensuite, donc, on a deux autres effets qui sont plus dispensables si on veut se rapprocher du son Brian May, qui sont plus attachés à des morceaux précis que à ce qu'on entend en général dans les albums. Le premier, c'est ce qu'il utilise sur certains gros riffs de Queen, ce qui nous amène donc à parler des riffs de Queen, qui sont on est là pour ça. Qui sont une partie hyper importante du jeu de Brian May, qui était donc le seul guitariste de Queen, donc à la fois rythmicien et soliste. J'ai quand même vu Freddie Mercury avec une guitare de temps en temps. Absolument. Mais... Oui, justement sur Crazy Little Thing Called Love, je crois qu'il avait une ovation acoustique. Oui, j'ai vu une acoustique. Alors je sais plus si c'était une ovation, ouais, j'ai vu ça. Fait. Comme à peu près tous les mecs qui jouaient acoustique dans les années 80, c'était une ovation. C'est à peu près la seule guitare qui était facile à amplifier à l'époque. Donc forcément, il l'avait toute. Le principe des gros riffs chez Queen, on a des gros riffs en accord, comme ce riff-là par exemple, qui utilise le flanger justement. Le flanger, un effet qu'on voit plus beaucoup en ce moment. Non, qui est un peu passé de mode, est tombé en désuétude, mais qui mérite d'être redécouvert. Ça enrobe le son de manière intéressante. Alors, évidemment, on peut l'utiliser de manière plutôt fine. Là, on l'entend bien, mais ce n'est pas non plus le décollage d'avion caricatural. Oui, on peut choisir de l'utiliser de manière plus violente. Le stéréo électrique Mistress d'Electro Harmonix là-dessus est intéressant parce qu'il y a beaucoup de sons possibles. Il faut passer un peu de temps à trouver. Il y a le sweet spot très précis. Très précis. La bonne position, et une fois que vous l'avez trouvé, il faut souder les boutons à tout jamais. Mais effectivement, il y a des sons vraiment intéressants. Après, donc d'autres riffs en gros accords, mais sans le flanger. Ce que fait Brian May souvent, c'est qu'il se rapproche du chevalet pour avoir ce côté encore plus brillant et un meilleur contrôle tout simplement de la dureté des cordes. Ok. Donc, par exemple. Fais voir. Génial ça. Ça c'est super chouette. C'est génial carrément. Et puis par exemple des riffs en single note, ce qui faisait beaucoup aussi. Ce qui est logique parce qu'il se battait contre un piano aussi. Le piano était très souvent présent dans les chansons de Queen. Et donc le problème d'un piano, c'est que ça prend beaucoup de place en termes de son. Donc des single notes, c'est pas idiot. Alors pour ce plan-là en particulier, et de manière générale, quand il joue en single notes, on attaque très fort et piqué, limite en harmonique artificielle. D'accord. Mais si je peux me permettre, c'est vrai que là, le fait de ne pas avoir la C30 à burne, on le simule avec la pédale, du coup on a le gain à fond et ça devient un peu plus subtil de percevoir ces différences. Oui. Il faut bien les ressentir en jouant. Bien sûr. C'est vrai qu'en vidéo, parfois ça peut être un peu moins flagrant. Par contre, là, si tu as un Vox à burne devant les dents, là ça devient vraiment génial comme technique de jeu. Ouais, et puis même, effectivement, le fait de les jouer, ça donne tu te rends compte directement de la différence, des sensations différentes aussi. Donc c'est vrai que c'est un truc qui est bien à la maison d'essayer ce genre de pratique pour en découvrir la différence. Ouais. Voilà, donc là il y a vraiment l'élément très, très fort attaqué, très perçant. Voilà, et carrément. Puis un élément harmonique hyper important aussi chez Brian May, c'est le chromatisme. Donc c'est cette descente. Qui est très courante dans les compositions de Queen, qui est hyper intéressante. Le principe du chromatisme, c'est qu'on joue toutes les notes, tout simplement. Ok, ouais. Donc là, on descend de là jusque là, en sous-entendant les accords qui vont derrière. Voilà, ça c'est hyper fin. C'est malin et l'intérêt, c'est qu'on a
le piano derrière pour nous souligner l'harmonie aussi. Le mec n'est pas un génie, encore une fois. C'est quand même assez chouette. C'est si quand même assez chouette, carrément. Donc, tant qu'on est à parler harmonie, on va parler de l'harmonie de ses solos aussi. Ouais. Les solos de Brian May, contrairement à la plupart des solos de rock de la plupart des autres guitaristes, on n'est pas sur la pentatonique classique. Donc la pentatonique qu'on connaît, c'est celle-là, qui est notre pentatonique, donc mineure, Ouais. à 5 notes comme son nom l'indique assez clairement. Ouais. Et par rapport à ça, Brian May va jouer sur une gamme à 7 notes. Une gamme donc diatonique, Okay. qui est la gamme mineure naturelle. Ok. Qui est en fait la position mineure de la gamme majeure. Alors je m'explique. On a donc notre gamme majeure do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Et si on prend ces mêmes notes, mais en allant du la jusqu'au la, eh bien on obtient la gamme de la mineur naturelle. Okay. La, si, do, ré, mi, fa, sol, la. Ok. Au lieu de do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Ouais, t'as juste décalé. J'ai juste décalé. Ce qui permet donc des sonorités très différentes. C'est ce qu'on entend par exemple chez Santana aussi. Oui. Où on a vraiment cette couleur-là. Ce qui permet donc un côté plus lyrique, ouais, qui correspond très bien à la musique de Queen. Donc un exemple maintenant de cette gamme-là avec le délai, l'EQ et en position intermédiaire pour avoir vraiment le son Brian May. C'est chouette, hein. Là, on est carrément dedans. T'as les attaques qui sont bien tranchantes, t'as les aigus qui ressortent. C'est ça. T'as rien qui bave sur les os spectres. Voilà. Non, là-dessus, la Galileo est vraiment bluffante, effectivement. Ouais. Autre élément hyper important des solos de Brian May, c'est sa science de l'harmonisation. Ok, donc ça, pour le coup, dans le côté opéra et démesuré de la musique de Queen, on a des empilages de dizaines de guitares, où de la même manière qu'ils s'amusaient à empiler des centaines de pistes de chœur, ils empilaient des dizaines de pistes de guitare. Donc si tu veux jouer du Queen, tu es obligé de prendre ton enregistreur et de faire 50 pistes différentes. C'est ça, ou d'avoir une dizaine d'autres guitaristes qui jouent avec toi et qui savent exactement ce que tu vas jouer. Et que tout le monde joue bien en même temps comme il faut. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc la solution de facilité, c'est l'Eventide Pitch Factor, c'est un harmoniseur intelligent. Alors l'Eventide Pitch Factor fait beaucoup plus que d'être un harmoniseur intelligent. Ouais. Il y a par exemple tous les délires de délai pitché à la Steve Vai. Ah ouais, d'accord. Mais Eventide, c'est l'inventeur de l'harmoniseur intelligent. Okay. Alors, le principe de l'harmoniseur intelligent, c'est que quand tu harmonises une gamme, en fait, il faut tenir compte des tierces. Ouais, ok. Je m'explique. En fait, un bed pitch shifter, il va te décaler la note d'une fréquence fixe. Ok. Il va multiplier ta fréquence sur laquelle tu joues. Ouais, c'est ça. Ok. Tu vas lui dire, par exemple, plus 2 tons. Donc, il va te prendre ta première note et il va lui rajouter 2 tons. Et du coup, tu auras ça. Ok. Ok ? Ouais. Si tu joues ta gamme, c'est quand même assez cauchemardesque, ouais, si on est honnête. Faut arriver à le suivre. Et donc, le pitch factor par rapport à ça, ou un harmoniseur intelligent autre, va adapter la tierce pour arriver à quelque chose comme ça. D'accord. En fait, il comprend qu'on est dans la gamme de Do majeur. Enfin, il ne comprend pas, on lui dit. Là, oui, justement, c'est marqué Do majeur. Et donc, il va savoir que première note, c'est une tierce majeure. Deuxième note, une tierce mineure. Troisième note mineure. Et quatrième note majeure. Voilà. Sinon, effectivement,
les harmonies à la tierce avec un pitch shifter, c'est quasi impossible. Donc l'harmoniseur intelligent est assez important par rapport à ça. Le pitch factor, donc, on le configure avec une voix dans les graves à la quarte inférieure, une voix dans l'aigu à la tierce supérieure. Au niveau donc, de la tonalité, on a dit Do. Ouais. Et ensuite, donc, on peut doser nos différentes voix. Donc là, on va faire écouter d'abord la voix la plus grave. D'accord. Ok, là c'est déjà pas mal royal. La voix la plus aiguë. Donc tu remarqueras justement le décalage de la tierce. Ok, et quand on met donc les deux ensemble, là, ça et notre disto. Le roi. Ah mais carrément. Voilà, donc là le côté royal, on est en plein dedans. Ah ouais, c'est énorme. Et ça permet d'avoir des harmonies à la Queen. Alors évidemment, les guitares originales chez Queen, les différentes parties d'harmonie étaient un peu plus complexes que ça. Oui, évidemment. Chacune faisait son petit chemin et ça faisait des petites symphonies de poche. Mais on arrive quand même à quelque chose qui n'est pas si scandaleux que ça. On va écouter avec... Avec le tout, bien sûr. Les Q. Bah ouais, mais tout. Ah ouais, quand même. C'est très champêtre et royal à la fois. Ouais, un petit peu musique de troll. Ouais, c'est ça, c'est la campagne du roi des trolls. Ah, par contre, ça envoie du lourd quand même. Bah oui. Mais c'est sûr que bon, comme il compose ces différentes pistes, t'as un résultat quand même qui est différent. Mais là, franchement, pour jouer à la maison, pour se faire plaisir, retrouver cette ambiance Queen, c'est ça. On est en plein dedans, quoi. Bah, on a quand même, on vit à une époque où on peut se payer le luxe de jouer un AC30 à fond avec une harmonie à 3 voix. Sans aller en prison. Au casque. Au casque. Encore mieux, quoi. J'allais dire à volume modéré, tu vois, mais non, au casque. Non, au casque, direct. Donc, dernier aspect du jeu de Brian May dont je voulais parler, c'est le tapping. Ok. Alors, on se dit tapping, ça va être le plan à la Van Halen. Ouais, vas-y, on roule Van Halen. C'était quoi, voilà. Ouais. Et ainsi de suite. Ouais, ça continue. Hein. Bien sûr, ça continue très longtemps. Et donc Brian May, par rapport à ça, fait des plans en tapping, mais justement à la Billy Gibbons, encore une fois. Okay. C'est-à-dire avec une seule note tapée. Vas-y, fais-moi. Pas pareil. Hein. C'est pas la même philosophie, on va dire. C'est une manière très douce, du coup, de rajouter une note. En fait, ça revient à faire ça. Mais beaucoup plus doux et subtil. Voilà, c'est le genre de petits détails qui fait qu'on peut se rapprocher du son de Brian May. D'accord. Des petites techniques quand même à connaître pour arriver à trouver ces sons-là. Ouais. Il y a plein de secrets et c'est ça qui est excitant finalement. Bah ouais, il y a de quoi causer. Ouais, c'est ça. Donc à vous de causer maintenant. Moi perso, mon solo préféré de Brian May, c'est très probablement Bohemian Rhapsody. Donc on va y passer. Voilà. C'est quand même la musique. Avoir un gros faible pour Killer Queen aussi. Ah ouais. Et donc du coup, à vous de nous dire votre solo de Brian May préféré. Qu'est-ce que c'est-il donc? Et dans une semaine, donc mardi prochain sur Instagram, je le jouerai en live et mal. À bientôt.
Bravo. Et voilà! C'est fait! Putain! Voilà! C'était même bien. Bah oui, c'était même très bien.